En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver avec Esprit Montagne, avec le moral d'une France qui se déconfine petit à petit. La vie reprend dehors, les stations ont hâte de retrouver du monde, en terrasse, au bar et dans quelques mois sur les pistes et dans les remontées mécaniques. Mais il est vrai que 2020-2021 laisseront des traces qu'il faut tenter de balayer pour voir plus loin et pour voir mieux aussi. Avec nous pour en parler, Chantal Carlios, bienvenue. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du département de l'Isère, déléguée au tourisme, aux stations et à la montagne. Vous êtes aussi présidente d'Isère Attractivité. Jean Souchal, bienvenue à vous. Merci. Un habitué de cette émission, merci de votre fidélité. Vous êtes le président du directoire de Poma, le leader mondial des transports par câble. Et Pierre Balme, merci à vous d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le maire délégué de Venosque et le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, l'ANMSM. La tradition, c'est de prendre des nouvelles de nos athlètes qui reprennent l'entraînement petit à petit et c'est le grand angle. Grand angle ou petit angle d'ailleurs, parce que pour l'instant les vacances sont finies. Elles sont finies pour Alexis Pinturo. Il a reçu ses partenaires et les journalistes, comme notre consultant Laurent Davier qu'on voit ici sur la photo et à qui on passe un grand bonjour. Alexis a repris le chemin de l'entraînement physique le lundi 17 mai à vélo et dans le sud de la France pour bénéficier de bonnes conditions atmosphériques. Il en a bien de la chance. Le 24 mai, il sera de retour, sous la pluie peut-être, dans la région d'Annecy avec son préparateur physique autrichien Martin Hager. Au programme, les fondamentaux, notamment avec pas mal de gainage. Il faut toujours passer par là pour faire la caisse, comme on le dit, pour l'hiver. Les biathlètes des équipes de France du groupe Coupe du Monde ont aussi repris individuellement la préparation physique, mais à vélo aussi, pour Émilien Jacquelin et Antonin Guigona. Alors, Émilien, on ne le voit pas parce que c'est lui qui prend la photo. En fait, ils n'ont jamais vraiment arrêté. Avec leur ami Martin Fourcade, ils se sont offerts et ils ont offert à leurs organismes un périple à vélo en Toscane. Les malheureux, on ne voit pas donc Émilien ici, mais il s'est bien préparé pour marier le physique à l'agréable. Et donc, mercredi 20 mai, reprise collective avec un stage dames et hommes dans la région de Chambéry. Le stage sera centré sur le tir et sur le travail de précision. Il y aura aussi au menu du ski de roue. Les Bleus se retrouveront ensuite à la mi-juin à Prémanon, et non pas à Carençon, mais Carençon, ça sera fin juin. Voilà, ils participeront, si les conditions sanitaires le permettent, au Blink Festival en Norvège, et ça sera début août. On a un beau centre d'entraînement quand même à Carençon, hein, avec The Camp, évidemment, de Marie Dorin. Voilà. Allez, tout de suite, le focus de cette émission. Et on reparle bien sûr de ces crises sanitaires qui laissent des blessures. Alors la crise est loin d'être terminée, mais les premiers bilans font état de très grandes difficultés pour les territoires, pour les acteurs économiques et notamment en montagne. Le département de l'Isère lance donc son plan montagne. Lilian Veillé nous présente les grandes lignes que nous commenterons ensuite. 10 millions d'euros sur 3 ans, c'est l'ambition du plan montagne porté par Jean-Pierre Barbier et son équipe pour venir en aide aux acteurs de la montagne et du tourisme qui ont vécu une année extrêmement difficile. Face à l'ampleur du désastre de ces confinements successifs qui ont fait que la montagne cette année a vécu une année blanche, ça représente beaucoup d'argent, mais il en faudra, je pense, bien plus. Voté au budget 2021, ce plan vient compléter les futures annonces de la région et de l'État pour sauver le secteur. Le département propose lui plusieurs axes pour agir d'urgence, aider les entreprises, soutenir l'investissement en stations et les projets Alpizir et réduire la pollution.
Le principal émetteur de CO2, c'est la voiture. Donc ce plan montagne va met l'accent sur les alternatives auto-voiture, et notamment en mettant l'accent sur les ascenseurs valléens. Des ascenseurs valléens pour acheminer des touristes, des travailleurs ou des marchandises entre les vallées et les stations, car la montagne constitue plus de 40% du territoire en Isère, mais aussi réduire la consommation énergétique des refuges, centres de vacances et le vieil immobilier des années 70, et surtout essayer de maintenir l'emploi qui a fortement chuté, notamment en Oisans où les chômeurs de catégorie C ont été multipliés par 4. Quand la saison se termine, les investissements qui ont été apportés par le plan montagne font vivre sur Bourdoisan 70 entreprises qui sont liées directement avec les investissements des stations, que ce soit sur la rénovation des hôtels, des copropriétés ou sur des remontées mécaniques. Donc il est très important qu'il y ait un plan d'investissement sur ces sociétés-là. L'objectif est donc de continuer de rendre la montagne attractive, et ce toute l'année. Tout ce que nous pourrons faire pour aider les stations à aboutir à avoir un tourisme 4 saisons. Ce seront des investissements autour du vélo, autour de tout ce qui pourra faire en sorte que la montagne vive toute l'année. Car au total, ce sont plus d'1,2 milliard d'euros qui ont été perdus en Isère entre mars 2020 et mars 2021. Je me tourne tout de suite vers Pierre Balme. C'est une bonne nouvelle déjà. Le soutien du département, c'est une excellente nouvelle, bien sûr, et la montagne en a grand besoin. Grand besoin, et on ne peut que remercier le département de l'Isère qui, un petit peu aussi avec le président Barbier et puis Chantal Kerlioz, a reconnu quand même que la montagne était une partie très importante de notre département. Ce qui apparaît assez naturel en Savoie et en Haute-Savoie n'était pas forcément en Isère. Et je crois qu'il y a eu un grand effort qui a été fait. Et je crois que c'est essentiel pour nous, vraiment reconnaître la montagne, son attrait pour notre département. Vraiment au cœur, en plus du développement touristique, c'était vraiment un de vos axes principaux, ça justement, Chantal Kerlioz, dès lors que vous aviez pris vos fonctions. Replacer vraiment la montagne au cœur du développement touristique. La montagne et le tourisme d'abord, parce que le tourisme avait vu son budget divisé par 4. Et donc, un des plus grands défis, c'était de remonter le tourisme, de lui redonner la place qui lui revient et de montrer qu'il était un des piliers de l'économie de l'Isère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est montrer également que la performance de l'économie touristique vient de la montagne. On l'a regardé avec les multi-altitudes et études, d'où Alpizir, le drapeau Alpizir. Et donc, le fait qu'on lance ce plan montagne avec le président Jean-Pierre Barbier et qu'on l'affirme, une volonté forte de soutenir la montagne, alors que c'est le moteur de l'économie touristique qui a été dramatiquement, impacté par cette crise, c'est un signal fort de la part du département que de dire 1, l'économie touristique, c'est important. 2, le moteur de cette économie touristique, c'est la montagne, qui souffre avec différentes crises. Et donc, nous, département, nous affirmons haut et fort notre volonté de soutenir la performance de la montagne et donc de notre économie touristique. Alors, d'où ce plan spécifique, un plan montagne, sachant que le département s'est mobilisé aussi depuis le début de la crise sanitaire pour soutenir l'activité. Oui, parce que le plan montagne isérois s'étend sur 3 ans. Et 10 millions d'euros sur 3 ans. Voilà. Il concerne la relance. Donc, avant de parler de l'après-demain, il était important d'assurer aujourd'hui et demain. Et donc, dès qu'il y a eu la crise sanitaire et la déclaration du gouvernement ou la décision du gouvernement de fermer les stations, il a fallu agir dans l'urgence. Donc déjà, si on regarde que la montagne, c'est 5 millions qui ont été débloqués en complémentarité avec la région, parce que nous, on a perdu la compétence économique. Et donc, les 2,2 millions du Fonds régional uni consacré à l'Isère ont bénéficié principalement à Loisan et au Vercors. Première chose. Deuxième chose, il y a eu toutes les associations, que ce soit les maisons d'enfants sous forme associative ou publique, ou que ce soit tous les prestataires d'activités d'événementiel qui n'ont pas pu mettre en place leur événement, ont eu quand même des subventions, malgré le fait qu'ils n'ont pas pu être actifs. Et enfin, on parle beaucoup de la très très belle fréquentation cet hiver, mais s'il y a eu une belle fréquentation, il a fallu aussi que le département déneige. Il a fallu également que le département assure les transports vers les stations. Et donc, en plus de ces 5 millions, il y a eu toute l'activité du département qui a fait que il a fallu agir en urgence. Et puis après, avant la relance, il y a la reprise. C'est-à-dire qu'il fallait, dès l'été 2020, qui était à la sortie du premier confinement,
assurer la position de l'Isère. Donc il y a un plan de communication, de promotion sans commune mesure qui a été déployé, ce qui a permis au département de tirer son épingle du jeu et d'annoncer un des meilleurs scores d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et la montagne était au sommet l'été dernier, on le savait bien. La fréquentation de cet hiver, ça n'a pu marcher aussi que parce que les montagnards se sont montrés prudents, innovants et ont su, depuis des années, diversifier, y compris l'économie de montagne en hiver. Et donc, toutes les activités qui ont pu être offertes cet hiver, c'est parce que depuis 2016, le département a soutenu, d'ailleurs, je tiens à le dire, avec la TDRM, taxe départementale des remontées mécaniques, ce qui montre que le ski paye plus que le ski, et bien, ce qui a permis donc d'assurer cette reprise. Et le plan montagne, c'est la relance, c'est la transition, c'est l'innovation pour les 3 ans à venir. Alors, on va reparler d'ailleurs de ces activités alternatives, mais vous l'avez souligné, hein, la région a son plan montagne, l'État aussi également. Alors pour les personnes qui nous suivent, quelle est la spécificité du plan du département par rapport aux autres collectivités ? Oui, vous faites très bien de le souligner. C'est-à-dire qu'en fait, on tenait avec Jean-Pierre Barbier et mes collègues exécutifs, que je remercie, ainsi que tous ceux qui ont travaillé à la mise en place de ce plan montagne, faire un plan montagne spécifique à l'Isère, parce que l'Isère a ses propres spécificités. Je l'ai dit, on l'a dit en introduction, il fallait donner un signal fort. Je pense que les personnes les stations qui étaient nombreuses lundi dernier pour la conférence, attendaient un signal fort. Je crois que c'est important déjà d'affirmer à travers ce plan montagne la volonté du département de soutenir sa montagne. Donc déjà, je crois qu'avoir ce plan, c'est une volonté, c'est une ambition affichée qui se décline derrière par une ambition. Ensuite, en termes de spécificité, eh bien, à l'heure où certains annoncent des assises, nous, on a déjà fait nos assises. Ou d'autres ont fait déjà des études. Nous, on a fait des études, et pas n'importe quelle étude. L'étude pour un ski durable sur la neige de culture, qui est en train d'être actualisée, est reprise aujourd'hui au niveau national par la MSN, justement. Ensuite, la question de la décarbonisation, c'est le mot à la mode, de l'économie, avec un focus sur la mobilité. On a été les seuls à mener une étude sur la mobilité touristique. Et enfin, on sait que la première exigence, c'est le bien-être et la santé. On est les seuls, encore une fois, à lancer une étude sous l'hypoxie. Donc, au moment où certains lancent leurs assises, nous, c'est fait. Au moment où d'autres veulent faire leurs études, nous, c'est fait. Au moment où d'autres veulent faire des expérimentations, nous, on a déjà travaillé sur la station du futur. Eh bien, il nous fallait pouvoir être opérationnel et pouvoir affirmer clairement notre positionnement et notre capacité à réaliser pour la stratégie de transition. Et réaffirmer aussi l'attractivité touristique, Exactement. des spécificités, comme vous le disiez, du département de l'Isère et de la montagne iséroise. Je me demande quand même comment est-ce que le département a pu se projeter sur 3 ans, avec donc ces 10 millions d'euros alloués sur 3 ans, dans un contexte d'incertitude de cette crise sanitaire. On ne sait pas ce qui va arriver. Vous avez raison. Mais juste, je voulais quand même dire haut et fort, c'est qu'une des grandes spécificités du département de l'Isère, c'est un territoire pleine nature. 52% du territoire couvert par la nature, 40% par la montagne. La montagne, c'est 2/3 des lits touristiques, c'est 66% de l'économie touristique, consommation touristique, parce que voilà, et que par contre, une des grandes spécificités de l'Isère, c'est un énorme écosystème d'intelligence universitaire de recherche, sur lequel, avec toutes les études que je viens de citer, mobilité touristique, neige de culture, hypoxie, on s'appuie. Donc c'est une des des atouts de pleine nature, des atouts également de recherche université. Il faut vraiment le souligner. Alors comment se projeter ? Moi, je crois qu'il faut replacer le rôle de l'élu. C'est quoi un élu ? À quoi il sert en fait ? C'est quoi son rôle ? Surtout par rapport à ce genre de crise. D'abord, le rôle de l'élu, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'affirmer une ambition, une volonté. C'est fait. On l'a fait avec la conférence de presse. Ensuite, c'est de fixer un cap. On a un cadre et un cap. Un cap et un cadre. Alors, le cap, c'est quoi ? C'est ce plan montagne. Je peux peut-être le repréciser après tout à l'heure, avec des points très précis, structurants, mais qui collent à la demande de la clientèle aujourd'hui, qui est sa première demande et exigence, c'est bien-être, santé pour soi, mais aussi pour la planète. Donc, il faut coller à cette exigence-là. Donc, ça, c'est le cap. Et le cadre, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance au terrain. Une des grandes spécificités du département, c'est sa méthode de travail. C'est-à-dire qu'il faut de la proximité, de la simplicité et
de la réactivité. C'est-à-dire qu'il faut que les acteurs de terrain, que sont les stations, que sont les acteurs du tourisme de station, savent très bien ce qu'ils veulent. Ils n'attendent pas après le département. Et là-dessus, je peux complètement te rejoindre. Bon, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des plans de relance qui vont être mis en place par l'État, par la région et par le département. Et je pense que c'est important, c'est que chacun doit répondre à des spécificités, mais il faut que toutes ces actions soient coordonnées. Et l'avantage, bon, la France reste quand même un pays assez centralisateur, et quelque part une démarche qui monte du terrain, qui tient compte des attentes du terrain, de la réalité de terrain, c'est vraiment la démarche que nous attendons tous, nous les élus. Tout à l'heure, Chantal parlait aussi un petit peu du rôle du département et notamment dans ses dépenses annexes, comme par exemple le déneigement. Même pendant cette période de fermeture, les collectivités locales, les stations de sport d'hiver ont continué à investir, notamment investir, si on peut dire, en fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a maintenu la sécurité sur nos pistes. On a fait attention aux problématiques d'avalanche. Il y a eu plein de dépenses qui ont été réalisées dans le sens de la sécurité. Voilà. Après, certes, il y a eu de la fréquentation touristique, on a pu le dire, des fois un petit peu trop mise en valeur peut-être par les médias, mais de fréquentation touristique qui, malheureusement, n'apportait rien en termes d'économie. Et une étude a été réalisée, et je trouve que c'est bien, c'est important de s'appuyer sur des études. C'est ce qui a été fait, la démarche. Moi, j'ai fortement soutenu, Chantal, lorsque le département a mis en place les études sur la neige de culture et montré la pérennité, et pour couper court à certains discours un peu négatifs, pour dire que les stations de l'Isère et beaucoup d'autres stations ont un avenir devant elles. Simplement, il faut en prendre soin, faire quelques investissements, c'est vrai, mais il y a une durabilité de la vie à la montagne. Je dis souvent, vous savez, Loisan, c'est une terre d'émigration. L'école porteur de Loisan. Aujourd'hui, c'est une terre d'immigration. Si on veut maintenir nos populations sur nos territoires, il faut qu'elles puissent y travailler sur place. Vivre et travailler au pays. C'est quand même un joli slogan. Hein. Et moi, je suis fier de pouvoir contribuer à faire en sorte que nos jeunes, nos générations actuelles puissent venir travailler sur notre domaine de montagne. Sur la transition, je vais juste terminer. Donc, il fallait une volonté, une ambition, un cap, un budget. 10 millions d'euros. Bon, nos voisins de Haute-Savoie, ils ont affiché un plan, qui ont 123 stations, ont affiché un plan de 10 millions. Nous, on a 22 stations. La région qui annonce un plan de montagne à 70 millions d'euros, avec 173 stations, 70 millions d'euros. Donc, un budget qui est ambitieux, dans la durée, 3 ans. Et puis, comme vient de le dire Pierre, un dispositif qui a fait ses preuves, c'est-à-dire les contrats de performance alpizir, qui fait la part belle aux acteurs de terrain, parce que chaque massif a son comité de pilotage, avec les élus, les offices de tourisme, les professionnels. Ils font des propositions et puis le département anime tout cela. Et donc de là naissent, depuis 2016, pour les stations, c'est à peu près, je crois, 172 projets qui ont été financés. 70% d'entre eux sont des projets de diversification, financés par TDM, comme j'ai dit tout à l'heure, donc pour les années à venir, avec les études dont a parlé Pierre Balme, avec cette volonté politique et les enveloppes qui sont augmentées d'un tiers, c'est-à-dire que les CPI voient leurs enveloppes augmentées d'un tiers avec ce plan montagne. Donc il y a tous les moyens pour faire que la créativité, la réactivité, l'anticipation et donc la transition au bout du compte soient au rendez-vous pour la montagne iséroise. Alors, Pierre Balme me parlait à l'instant de ces activités qui ont permis aux stations finalement d'accueillir du monde parfois aussi. À Noël, ça a été le cas aussi. Aux Deux Alpes, on le sait, il y a eu du monde, mais pas de poids économique, car pas de restaurant, pas de terrasse, pas de remontée mécanique, pas d'activité, pas de vie de station. Chantal Kerlius, le bilan, je ne sais pas si on peut vraiment le chiffrer, le bilan en Isère de cette année noire. On parle de saison blanche, très blanche en plus, des conditions d'enneigement exceptionnelles. Voilà, et du soleil, oui, ça c'était avant. Et donc, comment est-ce qu'on peut le chiffrer, ce bilan très noir? Là aussi, encore une fois, ne voyez pas dans mes propos de l'arrogance. C'est simplement, moi j'essaie d'être pragmatique et d'être dans la réalité. Il n'empêche que le département d'Isère, nous avons été les premiers à se dire, on parle du tourisme, ça représente quoi le tourisme en Isère? Donc, quand on est arrivé en fonction, on a voulu mesurer ce que pèse le tourisme en Isère. Il se trouve qu'on l'avait réactualisé en 2019.
Et quand le premier confinement est intervenu, où tout a été fermé, mars 2020, on était en capacité de comparer mars 2019, mars 2020. Et d'ailleurs, on a fait remonter ça au préfet, qui l'a fait remonter au gouvernement, sur lequel il s'est appuyé pour les mesures d'urgence. Donc déjà, je crois que c'est important. Donc grâce à cela, eh bien, on peut dire que de mars 2020 à mars 2021, c'est plus de 1 milliard qui ont été perdus en termes de chiffre d'affaires. J'ai eu les chiffres là. Si on englobe avril, on est à 1,4 milliard déjà. Donc, par rapport aux chiffres que j'avais déjà lundi, aujourd'hui nous sommes mercredi, on est passé de 1,2 milliard à 1,4 milliard. Et si on fait un focus sur uniquement les stations, ces chiffres concernent les stations à 46%. Sans parler des emplois qui ont chuté à 17%, on est pratiquement revenu à ce qu'étaient les emplois en 2012-2013. Et ça, sans parler, je ne parle que des emplois directs, sans parler de ce qui s'est passé cet hiver en termes d'emploi, et notamment au niveau des saisonniers. Et le 1,4 milliard dont je parle, Jean, c'est bien entendu sans les entreprises comme la tienne, qui participent à l'écosystème aussi montagnard. Nous, on a, avec les 1,4 milliard, on a balayé les entreprises directement, vivant directement du tourisme. Donc, tu sauras mieux parler que moi de ces chiffres qui ne sont pas complets, en fait. Ben oui, alors, puisque vous me donnez la parole, enfin, d'abord j'ai envie de dire que cette histoire de crise qu'on n'a pas vu arriver, hein, honnêtement, c'est quand même quelque chose qui est tombé et qui nous a vraiment surpris, on ne s'y attendait pas. Ça a montré aussi toute la force et l'intérêt de cette filière complète de la montagne. Finalement, je crois que ça révèle... parce qu'on a beaucoup parlé, en fait c'est l'arrêt des remontées mécaniques, mais du coup de toute l'économie qui est dans les stations. Là tu es en train de parler de celle du département, mais au-delà de ça, effectivement, toutes les entreprises qui y travaillent. Et donc, beaucoup de ces entreprises sont au sein du cluster montagne, je crois qu'on en reparlera un peu après, mais là, tous ceux qui permettent finalement aussi l'aménagement de tous ces territoires, qui sont des territoires qui créent de la valeur. Et donc, avec l'innovation, avec ça, ces entreprises-là, aujourd'hui, elles sont un peu les oubliées, en tout cas, du système. Il faut qu'on continue à le travailler, mais c'est un vrai sujet pour nous tous. En gros, les uns et les autres, on a perdu, pour certains, 30% du chiffre d'affaires. Pour des entreprises comme nous, c'est quasiment la moitié. Hein. Donc, avec des activités comme toutes celles qui concernent la maintenance, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'exploitation, etc., où c'est quasiment un chiffre d'affaires nul. Donc, c'est très, très endommageant. Voilà, donc effectivement... dans tout ce qui est en train de se faire, ce qui va être très important, et tu l'as dit, il y a eu le moment présent, il y a ce qu'on est en train de faire et puis ce qui est derrière. Nous, on vit d'investissement, on vit finalement aujourd'hui aussi de ruissellement de ce qui aura été ces dédommagements, parce que c'est pas des aides, hein, je pense que c'est des dédommagements, et sur lesquels il faut qu'on continue à travailler. On n'a encore pas gagné, mais oui, c'est très, très préoccupant. Et pourtant, on est bien fiers d'être français, de baser en Isère, de représenter plus de 400 familles finalement sur le coin. Donc ça, c'est l'autre côté de l'économie et sur lequel il faut encore qu'on continue à travailler. On peut en parler tout de suite d'ailleurs de ce cluster montagne. Le cluster, c'est un nom qu'on n'a pas aimé. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des clusters en montagne, même si certains ont compris que ça se passait comme ça. Vous pouvez nous rappeler, vous êtes d'ailleurs, alors parce que vous avez une fonction au cluster montagne, donc vous êtes le vice-président montagne, réseau et stratégie. Si ça ne parle pas à grand monde ici, en tout cas à nos téléspectateurs qui nous suivent et qui connaissent bien, quel est le rôle de ce cluster montagne ? En fait, le cluster montagne, c'est un endroit où... les entreprises qui sont dans l'aménagement de la montagne, et alors évidemment, on voit les remontées mécaniques en ce qui me concerne, mais tous les bureaux d'études dont on a parlé, tout ce qui peut être effectivement l'accompagnement des clients dans les stations, dans leur bien-être, la façon d'être accueillis, les forfaits, enfin le parcours complet, et puis aussi l'aménagement, c'est-à-dire les plans, la stratégie à 5 ans, 10 ans, enfin quelle évolution, quelle montagne pour demain. Tu as parlé des sujets de la montagne du futur. Hein. Enfin, voilà, c'est toutes ces entreprises, quelque part, qui accompagnent finalement les aménageurs. Parce qu'on n'est rien tout seul. C'est-à-dire il y a des entreprises qui développent une chose et d'autres, et elles se regroupent dans un cluster. Donc c'est ça, c'est un regroupement, voilà, en tout cas, un travail en commun pour se projeter vers des objectifs communs, en fait. Voilà. Alors le cluster, il est financé par un certain nombre de choses, de subventions d'ailleurs, notamment
La région Auvergne-Rhône-Alpes est un des grands financeurs, mais il y a aussi la région Sud, il y a aussi effectivement des parts du département, mais il y a aussi toutes les entreprises qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est par l'innovation finalement des entreprises qu'on apporte des solutions aux uns aux autres, alors aux remontées mécaniques certes, mais pas que. Voilà. Donc je pense que c'est bien l'exemple de ce qu'est finalement la filière montagne dans son ensemble, dans son aménagement. Et puis c'est aussi, puisqu'on parle du cluster, comment j'allais dire, le savoir-faire français, puisque la France est quand même un des pays qui a plus de presque 100 ans d'histoire. Hein, les premiers JO, c'est Chamonix en 1924. Voilà, et on a rayonné partout, donc on a un vrai savoir-faire complet d'aménagement de la montagne. Donc au niveau international, avec un rôle finalement de représenter ce savoir-faire français, de recevoir des délégations, enfin d'avoir un rôle quelque part de partager la fierté de nos savoir-faire. Voilà. Les premiers JO en 1924, les premiers JO de l'ère moderne, c'était Grenoble aussi, les premiers JO en couleur. Et la France étant le seul pays à avoir eu 3 JO d'hiver. Hein. Tout à fait, avec Albertville, il n'y a pas très longtemps encore, hein, pourvu que ça ne s'arrête pas là, en tout cas pour les pro-JO qui nous regardent. Alors, comment réagit le cluster montagne aussi plus mobilisé que jamais, justement? Est-ce que vous vous développez davantage avec cette crise qui a touché l'ensemble des secteurs d'activité dont vous parliez à l'instant? Voilà, alors tout le travail du cluster montagne, en association avec aussi l'AFMON, qui est une association des fournisseurs de matériel de montagne. Il y a vraiment ce travail qui est celui d'être visible, celui de ne pas perdre nos savoir-faire, de revenir effectivement aussi avec notamment les ministères, notamment tous les dédommagements qui ont été faits, là où on a été pour le moment tenu ou oublié, entre guillemets, de manière à ce que ce savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les écoles, hein, qui est vraiment du patrimoine quelque part, puisse survivre à un moment où d'ailleurs d'autres pays autour de nous n'ont pas eu les mêmes soucis, hein, puisque quand on regarde la Suisse, l'Autriche, les conditions étaient différentes. Donc ça serait quand même dommage en termes de concurrence, parce que là encore, on est tous partenaires dans cette affaire-là. Enfin, cette économie dont on est en train de parler par rapport à la France, elle a son importance et il faut absolument au-delà de la survie, en tout cas qu'on garde cette place de leader. Et c'est les enjeux en ce moment. Pas facile, beaucoup de discussions, beaucoup, comment on allait dire, de manifestations auprès à chaque fois des ministres, des secrétaires d'État qui viennent. C'est assez récent ce qui nous concerne, mais ça commence à finalement porter ses fruits. La vie d'après qui va revenir petit à petit, en tout cas jour après jour. On va découvrir aussi des nouveaux impacts, des nouveaux objectifs. Alors tout à l'heure, Chantal Kerlios, vous parliez aussi de ces pratiques alternatives, le carton, le boom de la raquette. S'il y a bien un secteur d'activité qui a marché, c'est la raquette. Ça au moins, ça avait un poids. C'est le ski de rando aussi, la raquette, le ski de rando. Outre le poids économique, on va dire, de ces activités, c'est aussi une nouvelle marche à suivre, en tout cas un axe de développement pour vous, ces pratiques alternatives. Jean Souchal, n'écoutez pas, c'est-à-dire ces pratiques qui peuvent aussi nécessiter, pourquoi pas des remontées mécaniques, mais aussi cette autre vision du ski et de la pratique des sports d'hiver. Oui, juste avant de vous répondre, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire de Jean, parce que c'est un des rares secteurs, le ski, où on est leader au niveau international. Où on était, parce qu'on a reculé là, avec cette année. Et je crois qu'on a beaucoup parlé de tourisme blanc-rouge et de tourisme proximité, qui d'ailleurs a profité à l'Isère, parce qu'on était dans une stratégie de tourisme de proximité l'été dernier, encore l'été qui vient, et cet hiver. Mais néanmoins, n'oublions pas la clientèle internationale et donc le rôle majeur de l'aéroport, parce que ne serait-ce que pour reconquérir cette place à l'international, ne nous recroquevillons pas ou ne nous contentons-nous pas simplement d'une clientèle de proximité, parce que l'enjeu, c'est de garder le leadership sur ce créneau. Pour vous répondre... L'équilibre entre les deux. Le maître mot, comme pour soi, comme pour le monde, et comme pour le développement, c'est l'équilibre, vous avez raison. Alors pour répondre à votre question sur le nordique, alors c'est vrai qu'on a vu cet hiver l'explosion du nordique. C'est tant mieux, parce que ça veut dire que on a redécouvert la montagne, et le nordique mérite d'être mis en avant, hein, on est d'accord. En plus, avec le biathlon, etc., on a des champions olympiques, voilà, bon, ça, en alpin aussi, hein, on est d'accord. Mais quand même, la réalité, elle est là. C'est que la redevance du nordique, c'est 1,3 million
Ça a doublé cette année. On est à 3 millions. Mais le ski alpin, il est à 128 millions. Donc, je veux dire, c'est vrai que les clients ont été satisfaits. C'est vrai qu'on a pu découvrir la montagne autrement. C'est vrai que ça correspond à cette aspiration, cette connexion très forte entre la pleine nature et l'activité physique et la détente en vacances. Tout cela est vrai, est vrai. Mais néanmoins, ce pourquoi moi je me bats derrière tout ça, quand même, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Parce que pour que ça puisse être possible cet hiver, avec cette pratique du nordique, il fallait faire des dépenses en termes de sécurité, en termes de déneigement, en termes d'accueil, en termes d'accompagnement. Enfin, voilà. Tout cela, ce sont des emplois qui ont permis de faire en sorte que cet hiver a été agréable pour tout le monde. Mais, encore une fois, le recul, c'est moins 17% les emplois. Donc, si on veut que ça perdure, cet élan, eh bien, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il faut être dans une stratégie effectivement de diversification, mais pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a permis cette diversification-là et les investissements de la part des montagnards, c'est le ski alpin. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Alors, et c'est pour cela que je dis, le tout ski c'est fini, mais le ski c'est pas fini. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, effectivement, soyons dans l'innovation, cher Jean, dans la transition. Et ce qui a été montré dans cet hiver, c'est qu'effectivement, la montagne iséroise a su anticiper, justement, même si on ne s'attendait pas du tout à cette crise. Mais enfin, il y a comme la crise du réchauffement climatique, il y a comme la crise économique, il y a comme la crise sociétale. Bref, donc, on a su anticiper sur ce boom auquel on a assisté cet hiver. Mais enfin, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Pierre, enfin, moi qui ai 60 ans, j'ai connu finalement la montagne à ce tout début. Enfin, je suis plutôt savoyard, mais et quand tu dis l'intérêt, c'est de vivre chez nous, d'être capable de finalement fonder ses foyers, d'y être heureux, etc. Ce qu'on a fait sur ces 60 dernières années, c'est fantastique. S'il n'y avait pas eu ça, on ne serait pas là. Et aujourd'hui, c'est ça le patrimoine dont on est en train de parler. Donc, je veux dire, enfin, on voit bien qu'un certain nombre d'habitants des grandes villes sont en train de partir partout, le télétravail, le mode de fonctionnement. C'est vrai que la montagne, elle est peut-être un peu hiver. Aujourd'hui, si on était déjà 2 saisons, et enfin, tu as parlé des 4 saisons, etc. Enfin, il y a des tas d'atouts qui sont en train de se mettre en place par rapport à l'environnement, par rapport à notre territoire et par rapport à cette création de valeur qui fait que, oui, il faut qu'on le travaille. C'est fondamental pour notre avenir. Non, mais je crois que la montagne, elle a d'immenses atouts, y compris dans le monde actuel, dans les attentes actuelles, y compris aller chercher un peu de la détente, de l'air pur, voire de la fraîcheur. Et pour rebondir sur ce qui a été dit et par Jean et par Chantal, je pense que cet hiver, il y a eu d'autres formes de découverte de la montagne, mais les gens n'ont pas abandonné l'idée d'aller à la montagne. Alors certes, c'est un petit acquis, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Parce que vous savez, on le dit souvent, alors j'étais l'élu d'une grande station. Des fois, on compare aux petites stations. Mais la petite station, elle est essentielle. C'est là où les jeunes, les gamins, ils mettent pour la première fois le pied sur des planches. Et puis, lorsqu'on a commencé à pas avoir peur de la neige, pas avoir peur de la raquette, voire pas avoir peur du ski de fond, je ne parle pas du ski de randonnée qui demande quand même une compétence qui est un peu différente. Eh bien, on ira dire, tiens, ça me plaît, j'ai envie, il y a du soleil, il y a du grand air, ça me plaît et je viendrai au ski. Donc c'est important. Certes, ça a été un désastre économique. Cela dit, pour l'avenir, je pense que c'est quand même porteur d'espoir. C'est-à-dire que c'est ça qui a montré la voie de la transition vers une autre offre touristique. Oui, ce qui est en marche, parce qu'il y a quand même les tendances sociétales. Aujourd'hui, on passe plus, comme il y a encore 10 années, sa journée à faire du ski alpin. C'est pas vrai. On va faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de ski. La notion de rentabiliser son forfait, parce que les jeunes étudiants, il faut rentabiliser mon forfait. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on ne connaît plus. Alors, on ne le connaît plus pour différentes raisons. Il y en a qui le font quand même. Hein. Il y en a qui le font. Ça fait mal aux gens, Non, mais ce qui n'est pas toute la journée. Oui, ce qui n'est pas toute la journée, mais c'est-à-dire aujourd'hui, les remontées mécaniques sont aussi beaucoup plus performantes et que le temps passé sur la descente, il est plus important qu'avant. Donc, mais ça a changé.
Et donc, le fait que cet hiver, il y a eu d'autres activités en dehors du ski alpin, on était dans une stratégie de diversification parce qu'il y a les tendances sociétales, il y a la demande de la clientèle. Vous savez, on dit souvent que les usages précèdent la loi, et là, les usages précèdent aussi la demande précède l'offre. C'est-à-dire que la demande aujourd'hui, c'est de toute façon plus d'activité, parce qu'on est dans une société aussi de zapping, où on passe d'un sujet à l'autre, où on a envie de tester beaucoup de choses. En plus, le matériel le permet, et puis les montagnards ont parfaitement compris ce que c'était que la polyvalence. Moi, je préfère parler de polyvalence des usages que des équipements, et je m'adresse à Jean, se dire qu'une remontée mécanique aujourd'hui, ça ne sert pas qu'à remonter des skieurs. Ça sert aussi justement, l'été, regardez, on a un petit exemple avec le Alpe Express, vous savez, à monter aussi des vélos. L'Alpe Express, c'est un petit peu une transition, c'est-à-dire on n'est pas du transport de la vallée jusqu'au sommet, on est déjà en station, mais d'un bout à l'autre de la station. On peut traverser même le village de la station, c'est-à-dire on met sa voiture ailleurs et on circule. Oui, là, on parle d'un des premiers tronçons, en tout cas sur Huez, oui, qui peut s'apparenter à la limite à du transport public à l'intérieur de la station, et qui est la chaîne qui va permettre de descendre jusqu'à Bourdoisan dans les programmes. Voilà, donc c'est déjà une forme de on décarbone doucement. Exactement, c'est ce qu'on appelle les ascenseurs valéens. Enfin, ça, c'est quelque chose. On a une chance inouïe. On est dans des transports qui sont vertueux, qui sont électriques. On a fait beaucoup de progrès sur des tas de choses, y compris sur la partie environnement, en ayant des moteurs, aujourd'hui, sont des moteurs lents, donc il n'y a plus de réducteurs, il n'y a plus d'huile, on a diminué le bruit de manière extraordinaire, pratiquement divisé par 3 les niveaux de bruit. Enfin, voilà, on a vraiment fait des choses qui font qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vertueux. Et ce que tu dis, enfin, sur ces projets aujourd'hui, c'est la vie... pas des skieurs, c'est la vie finalement d'une mobilité, mais aussi d'une mobilité pour les gens qui vont aller sur leur magasin, peut-être pour l'approvisionnement de telle ou telle chose, les écoliers. Moi, je peux donner l'exemple de la télécabine de Venos, parce que j'ai beaucoup travaillé, y compris pour qu'elles soient empruntées par les collégiens. Les collégiens, ils gagnent plus d'une demi-heure par jour en temps de transport, et ils sont en plus véhiculés en toute sécurité en hiver. C'est essentiel. Si la Vallée du Vénéon, elle connaît une activité et une vie, une présence humaine encore en hiver, c'est grâce à cette télécabine qui la relie aux Deux Alpes. Et en plus, dessous, on n'y fait pas de ski. Il n'y a pas de ski. Par contre, on fait du vélo. Et certains jours, il y a jusqu'à 1000 passages de VTT grâce à cette télécabine. Donc c'est la diversification et un moyen de transport totalement vertueux, comme le rappelle Jean. Et c'est comme ça, Jean Souchal, qu'on se projette quand on est le leader mondial du transport par câble, des remontées mécaniques. Comment est-ce que Poma imagine son évolution dans ce contexte de montagne, pratique douce de la montagne ? Alors, par rapport à la montagne, parce que dans l'utilisation, effectivement, du transport à câble, il y a des tas de différents... On peut montrer le petit dernier ? Transport par câble, allez, regardez. Si vous voulez, non, parce que justement, on dirait que c'est Grenoble, mais c'est fou, on dirait Grenoble. C'est Namur. Là, c'est Namur en Belgique. C'est-à-dire, finalement, Poma quitte la montagne et rejoint la Belgique. On peut les voir d'ailleurs, ces images du transport par câble de Namur. Donc, c'est la première concession touristique en Europe. L'équipement a été inauguré il y a quelques jours, justement, en Belgique. Voilà, avec 2 trains, 3 cabines, 6 places qui permettent de relier la citadelle qu'on a vue donc au centre-ville en 4 minutes, donc, le centre-ville à la citadelle, on a vu le centre-ville tout à l'heure, avec donc un nouveau point de vue sur la ville, ça nous rappelle une ville comme la nôtre, non ? Et ce qui est intéressant sur cette affaire-là, c'est que en plus, on est donc à l'origine du projet une fois que la ville a eu envie de le faire, mais on est en association par exemple avec la Belle Montagne, qui est un exploitant de remontée mécanique français, bien connu. Donc voilà, quand on parlait tout à l'heure de ce savoir-faire français, c'est ça. Et on est capable aujourd'hui de construire des choses et on est parti pour plusieurs dizaines d'années sur ce type d'appareil. Avec sur notre territoire ? Avec le métro-câble ? Alors le métro-câble, c'est encore un autre montage, mais voilà. Donc effectivement, je crois qu'il y a cette partie transport à câble sur tous ces aspects touristiques ou urbains sur lesquels on travaille. C'est des projets longs, c'est des projets lents. Notre objectif, il est vraiment d'apporter finalement une solution technique en complément de tous les autres systèmes.
qui soit vertueuse. On n'est pas là pour aller tuer les autres, on est là au contraire pour amener des choses là où d'autres aujourd'hui ont plus de difficultés. À Grenoble, c'est traverser l'Isère, traverser le Drac, traverser 2 autoroutes, c'est passer relier 3 voies de tram, c'est passer au-dessus de la voie de chemin de fer. Enfin, tout ce que l'on sait faire naturellement dans un domaine qui est celui d'un site propre, puisqu'on est dans la 3e dimension, on est au-dessus. En plus d'un déplacement, on en fait un voyage, parce que en plus c'est beau, c'est de l'évasion. Voilà, donc c'est ça. Mais effectivement, par rapport à la montagne, je pense que les ascenseurs valéens, ça a bien été dit. Je pense que là, il y a vraiment, et on le voit bien, dans l'organisation de la mobilité, et le département a effectivement eu des missions très importantes sur la mobilité, on est avec quelque chose qui aujourd'hui a vraiment du sens. Les Suisses avaient une histoire sur accéder des fonds de vallée dans les villages au sommet. La France, aujourd'hui, est aussi en avance sur ces ascenseurs valéens. Les transports montagne de personnes, Isère a mis l'accent sur les ascenseurs valéens parce que si on n'en fait pas en Isère et en montagne, où est-ce qu'on en fait? Même si on voit bien que votre savoir-faire s'exporte, mais je crois que en plus ça colle à la demande. Santé de la planète, santé de soi, et puis je crois savoir que c'est le moins cher au kilomètre par rapport au tram, par rapport à la route. Moi, j'imagine pas de tram. Enfin, il y en avait peut-être un train qui montait sur le plateau du Vercors il y a quelques dizaines d'années. Justement, à ce moment-là, j'avais étudié la question et il me semble que, en comparaison au kilomètre, c'est quand même le câble qui l'emportait en termes de coût. C'est incommensurable, c'est des rapports de 10. Ah oui, alors je n'osais pas le dire, mais tu vois, je préfère que ce soit toi qui le dise. On fait confiance, bien évidemment, à votre multinationale pour justement développer ces nouveaux projets. Quant aux projets qui existent aujourd'hui, alors on va revoir ces images, ce sont des images de Val Thorens, pour montrer aussi la performance de vos équipements qui se veulent de plus en plus vertueux. Vous insistez dessus, justement, en termes de réduction des impacts. On parle de la pratique du tout ski égal carbone. Non, aujourd'hui, Poma se resitue son activité vers justement des matériaux plus propres, vers une démarche plus éthique en tout cas. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Soit on fait rien et on estime qu'on est dans un système qui marche, etc. Et on tient 1 an, 2 ans, 3 ans, puis c'est fini. Soit on est effectivement dans l'innovation et on se remet en cause en permanence en tenant compte des environnements. Je pense que c'est ça, c'est le déséquilibre dont on a besoin pour avancer. Tous ensemble, encore une fois. Voilà, donc je pense que pour nous, en termes d'ADN, cette notion d'innovation, de créativité, du oser, d'accompagner, etc., c'est très important. Et les relations qu'on a avec nos partenaires français dans les stations, je pense beaucoup à l'Alpe d'Huez, à la SATA, et donc aujourd'hui avec les 2 Alpes, moi j'ai fait des très belles choses dans les 2 Alpes, sur les gros appareils qu'on a fait, ça nous permet aussi de progresser. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que cette filière dont je parlais tout à l'heure, qui est la filière amont, en fait, c'est ce monde-là qui crée de la valeur complètement. Et donc, voilà, merci. Il faut vraiment qu'on continue à le travailler. Et puis, par rapport vous savez, quand on a fait le télécabine dans le zoo de Beauval, c'est quand même un endroit. Vous savez qu'il y a pratiquement 90% des gens qui viennent à Beauval qui n'avaient jamais vu un télécabine. C'est parce que tout le monde ne va pas au ski non plus. Enfin bon, ça change complètement la vue des choses. Et si on parlait tout à l'heure d'un projet qui pourrait traverser la Seine à Paris entre la gare de Lyon, gare d'Austerlitz, etc., c'est-à-dire que finalement cette acceptance d'un nouveau mode de déplacement, il avance tout doucement. Et la France, on est vraiment en avance. Alors maintenant, il faut qu'on nous aide aussi parce que la crise, là, elle nous pose problème. Le ruissellement dont on parle pour qu'on continue à vivre est très important. Donc le fléchage, finalement, de ce qui est aussi les dédommagements, etc., ça me paraît quelque chose de fondamental parce que pour nous, ça va être 2 ou 3 ans avant qu'on recrée de la valeur pour des investissements lourds. Il va se passer du temps. Justement, et pardon, je vous laisse bien sûr la parole juste après. Est-ce que Poma a subi la crise en termes de commandes, par exemple? Est-ce que certains chantiers étaient prévus et en raison des difficultés justement des investisseurs, ces investissements sont reportés, les projets sont reportés? On sait que certains chantiers ont été repoussés en raison de cette crise sanitaire. Oui, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je pense qu'on a vraiment tous été surpris. Je crois que c'était le 16 mars 2020, parce que la personne ne s'attendait à ça, honnêtement. Après le discours, je ne sais plus,
du samedi ou du vendredi de notre président Emmanuel Macron. Enfin, ça a été une douche froide. Voilà. C'était brutal. Et effectivement, là, à un moment donné, c'est normal. Enfin, il y a des moments de panique. Enfin, mais on a fait quand même un certain nombre de réalisations. Il y a des gens qui ont vraiment joué et continué à jouer le jeu. On a tout livré pour le mois de novembre, décembre 2020. Enfin, ça s'est bien passé. Évidemment, il y a des appels d'offres qui ont été suspendus. Évidemment, il y a des choses qui ont été repoussées, etc. Enfin, cette année 2020, elle a été quand même traumatique et on le comprend. Je pense que personne n'avait imaginé qu'on ne retournerait pas à partir du mois de décembre. Tout était prêt. Enfin, ça échappe au bas parce que c'est pas rien de mettre en place tout ça. Hein. Les stations avaient mis en place des protocoles sanitaires très, très élaborés. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu aucun cluster. Un autre cluster. Voilà. Et après 2021, puisque c'est ça qui est en train de se passer, finalement, les gens ont bien compris. Enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on veut rester effectivement en territoire d'attractivité, créer cette économie, cette valeur, il y a des tas de gens qui ont joué le jeu. Donc, je pense à des gros groupes qui exploitent des très très grosses stations françaises. Où j'ai cité tout à l'heure la SATA sur l'Isère, etc. Voilà. Donc ça c'est assez important. Merci à eux et chapeau. Parce que il faut quand même voir qu'ils ont fait 4-5% de chiffre d'affaires en tout. Hein. 20 mois sans exploitation, enfin, c'est ça dont on parle. Hein. Donc voilà. Et puis maintenant, il faut qu'on continue, grâce à ces dédommagements qui ne couvrent que des charges fixes, hein. En tout cas, bien penser à l'investissement, sinon on sera malade et je crois qu'on ne peut pas être malade. Non, mais on va garder le moral, bien évidemment. On arrive au terme de cette émission. Je vous remercie. Le mot de la fin, c'est le sourire, la résilience, bien évidemment. Également. Et puis, vive l'ouverture des terrasses, vive le retour à une vie, j'espère, normale très bientôt. Et puis, vive l'été. Voilà, pourvu que chacun prenne bien soin de soi aussi, parce que bien évidemment, c'est pas fini. Voilà, pour le bien de tous. L'été que l'hiver. Exactement. Allez, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci et on vous retrouvera bien sûr pour la suite des aventures, bien évidemment. Merci à vous tous. Au revoir. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles.